Bonsoir, messieurs et dames. 1200 films visionnés, 170 films sélectionnés dans 11 catégories, des films que les amoureux du 7e art ont pu apprécier tout au long du festival grâce aux projections organisées dans les différentes salles. Tel est système entonnoir, la 28e édition du festival panafricain du cinéma et de la télévision FESPACO a hier samedi donné goutte à goutte le précieux nectar des récompenses. Youssef Chebbi de la Tunisie remporte les Talons d'or de Yenega avec son film Ashkal. L'espoir burkinabé a été au rendez-vous avec l'argent. Une 28e édition du FESPACO sur laquelle nous avons décidé de marquer une halte tout au long de ce JDS, journal du dimanche au soir. Et donc des invités, non des moindres, avec nous. Et donc sur ce plateau, Apolline Traoré que je m'en vais vous présenter, réalisatrice. Félicitations et bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Alex Moussa Savadogo, délégué général du FESPACO. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, Serge Tobondi, il est plus connu pour présider le tribunal de l'actualité, mais ici, ce n'est pas une convocation. On va parler culture et il connaît bien le domaine. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bon, connaître bien, c'est trop dire, mais je suis journaliste et donc j'ai un regard sans doute distant, mais aussi pratique sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine. Bonsoir et merci. Évidemment, ce que nous oblige le métier, avoir un regard transversal sur la plupart des domaines. Ceci dit, on va d'abord pour planter le décor, revivre la cérémonie d'hier et c'est avec Maxime Jean-Eudes de Bambara. Nous allons donc aller au reportage que nous propose Maxime Jean-Eudes de Bambara et c'est un stand-up pour revivre ce qui s'est passé hier. Oui, du suspense et la joie, il y en a eu à cette cérémonie officielle de clôture de la 28e édition du FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Une édition qui a vu le sacre du Tunisien Youssef Chebbi avec son film Ashkal. Il succède ainsi au Somalien Ahmed Kadar. Il a remporté l'édition précédente, celle de 2021. Le lauréat, le film Ashkal, bien sûr, du Tunisien, je pense que c'est un jury international, un jury hautement professionnel qui a été mis en place. Et je pense que si le jury l'a désigné, c'est qu'il est bien sûr le plus méritant. On ne peut donc que le féliciter et dire que tous les films sélectionnés, nous on considère que ce sont des films, tous ces films-là ont gagné. Parce que faire partie déjà de la sélection, c'est déjà une victoire pour bien sûr les réalisateurs et l'ensemble de toutes les équipes donc, qui les accompagnent. Et je pense que cette année, il n'y a rien à dire. Donc à ce stade, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que cette 28e édition a tenu la promesse de fleurs et les fruits que nous venons de récolter à travers les différents prix proclamés et réceptionnés par les récipiendaires. Alors nous comprenons que cette 28e édition a atteint le niveau le plus haut du succès. L'étalon d'argent est revenu à Apolline Traoré avec son film Sira. Sira qui raconte justement l'histoire d'une jeune fille Peul qui a été violée par des groupes armés terroristes et qui mettra par la suite tous les moyens en œuvre pour contrecarrer leur plan et tuer justement le chef terroriste. Pour cette édition, pas question pour Apolline Traoré d'être déçue, c'est plutôt la joie et également la joie pour le public burkinabé qui a manifesté justement en criant à la proclamation du palmarès officiel. Je suis très heureuse d'avoir au moins atteint l'argent. C'est vrai qu'on espérait tous avoir l'or, on ne l'a pas eu, mais c'est pas grave. On va continuer à se battre. Ça fait la 4e fois que je me bats avec la compétition. On aura une 5e fois, une 6e fois. Et la prochaine fois, même si c'est pas moi, on va ramener ce trophée. Ça veut dire qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne route et on espère que ça ira. Bon, je ne suis pas déçue parce qu'au moins on m'a récompensé quelque chose. Maintenant, ma déception, j'avais un peu peur du peuple, qu'il soit déçu, que le peuple soit déçu. Maintenant, je vois qu'au moins, ils sont quand même heureux et ça me chauffe le cœur. En plus de l'étalon d'argent, Apolline Traoré a également tapé dans l'œil du jury des prix
spéciaux. Oui, des prix spéciaux, elle en a raflé 4 au total d'une valeur de 32 millions de francs CFA. Des prix qui témoignent justement de la qualité de l'œuvre de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré. Depuis le début du FESPACO, 2 Burkinabés auront réussi à remporter les talons d'or de Yenenga. Il s'agit de Idrissa Ouedraogo avec son film Tilay en 1991 et de Gaston Kaboré en 1997 avec son film Boudiam. Fini la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Rendez-vous est pris en 2025 pour la 29e édition qui se tiendra du 22 février au 1er mars. Nous on organise un choc, mais les talons du Yenenga galopent dans les autres capitales. Spectacle, hein, son, lumière, c'était très beau, très intéressant donc à voir hier et à vivre d'ailleurs. Retour sur ce plateau pour s'intéresser dans le détail, n'est-ce pas, sur FESPACO 28e édition. Ma première question qui fera objet du tour de table, et je vais commencer par les dames. Comment vous avez vécu de façon générale de votre place de réalisatrice et de compétitrice avec Sira cette 28e édition? Alors moi je l'ai vécu, c'était très difficile, c'était très difficile. J'ai fait faire 20 ans de carrière et j'ai jamais passé une semaine aussi dans la pression et dans la difficulté. Pourquoi? Parce que j'avais tout le peuple qui avait fait bloc derrière moi et ma plus grosse crainte c'était de les décevoir. Voilà. La première peur que j'avais c'était de montrer déjà le film, de le présenter ici parce que c'était un sujet sensible, parce que je ne sais pas si il va être reçu de la manière dont j'ai voulu qu'il soit reçu. Est-ce que ça va heurter les personnes? Est-ce que ça va être trop pour eux? Donc déjà j'avais déjà cette crainte, mais après la première projection j'ai vu qu'ils ont compris mon message, qu'ils ont compris ce que je voulais dire, et donc cette pression est partie. Après je rencontrais tellement de gens qui me disaient qu'il faut que je ramène, ils disaient même plus les talents, ils disaient qu'il fallait que je ramène la coupe à la maison. Donc je peux pas vous dire quelle pression j'avais, et c'est vraiment cette pression que j'avais, et c'est ce qui était très dur pour ne pas décevoir. L'organisateur en chef, celui qui a invité tout le monde. C'est ça, comment vous avez vécu ça? De l'intérieur, forcément, et avec le téléphone. De l'intérieur comme de l'extérieur aussi, ouais. Parce que de toute façon, il fallait à un certain moment pour l'organisation aussi aller chercher des partenaires à l'extérieur. Non, sérieusement dit, voilà, depuis 18 mois que personnellement je suis sous pression. Je sortais d'une édition semi-réussie, si je peux dire ainsi. Et pour moi, et pour le peuple burkinabé aussi, il fallait réussir cette édition. Pas seulement l'organiser comme prétendaient beaucoup de professionnels ou d'autres personnes du cinéma. Pour moi, il fallait réussir à l'organiser et bien réussir aussi cette organisation. Parce que après 50 ans, on n'a plus droit vraiment à l'erreur et on ne va pas toujours accuser les questions sécurité, tout ce que nous traversons. Non, le Burkina quand même est un peuple aguerri, nous sommes des professionnels, il est important vraiment de réussir cette édition. Serge Tomondi, j'ai fait le tour de table. Oui, en effet, c'était une édition assez importante, c'était une édition de défi. Je crois que cette édition se plaçait, ou en tout cas, il s'opposait 3 défis majeurs pour cette 28e édition du FESPACO. Il faut se rappeler que cette édition est intervenue moins de temps qu'il ne faut après la précédente édition, puisqu'elle avait été reportée de février à octobre, ce qui fait que le FESPACO n'a pas eu le temps qu'il lui faut d'habitude pour organiser une édition du FESPACO. Donc les défis pour moi se situaient à 3 niveaux. Le premier niveau évidemment c'est le défi sécuritaire, et je crois que on avait un peu la peur à l'âme en disant est-ce que ça, on va pouvoir tenir toute cette semaine sans qu'il y ait de quoi. Je crois que ce défi il a été relevé. Il y a le défi de l'organisation qui a été également brillamment relevé de mon point de vue. On a eu de beaux spectacles à l'ouverture comme à la clôture. On a eu également une semaine où un certain nombre d'acteurs se sont exprimés pour apporter leur contribution à la fête. Et puis il y a eu le défi maintenant de la compétition, de la qualité des films qui ont été projetés. Et je crois que là aussi, vous l'avez dit en introduction, il y avait 1200 films qui sont venus toquer à la porte. Qui ont toqué à la porte. Sur ces 1200 films qui ont été visionnés, 170 ont été sélectionnés. J'entendais tout à l'heure le ministre de la Culture dire que tous les 170 films étaient déjà vainqueurs de
de l'édition. Donc je crois que c'est un beau message et de toute façon, il y a 170 films donc, qui étaient programmés lors de cette édition du FESPACO et il y a 170 visions, 170 regards qui ont été proposés et je crois que c'était une belle édition qu'on a eue malgré le contexte sécuritaire difficile et malgré le temps qu'il a fallu au FESPACO pour organiser cette édition. Bon, maintenant, c'est vrai que dans toute œuvre humaine, il y a quelques petits ratés, mais je crois que dans l'ensemble, on peut dire que le FESPACO a tenu le pari et que le Burkina a tenu le pari et que cette fenêtre sur le monde est une fenêtre merveilleuse. On peut rentrer dans les détails maintenant pour organiser plus sereinement la prochaine édition. Évidemment. Je reviens vers le délégué général du FESPACO. C'est clair qu'au départ, il y a forcément une grosse pression lorsqu'on sait que certaines salles habituelles avec des manifestations qu'on a eues n'étaient plus disponibles, alors que bon, il faut programmer, il faut faire voir et c'est le moment aussi où le réalisateur, l'acteur ou tous ceux qui sont derrière rencontrent aussi ceux-là qui sont les destinataires fidèles à la fin de toute cette production-là. C'était pas assez difficile quand on regarde, je rappelle encore des salles qui n'étaient plus ouvertes et tout. Oui, c'était difficile parce que bon, je pense que vous faites allusion à l'Institut français de Ouaga et qui justement depuis la création du FESPACO, on a toujours eu des projections, des séances de travail et autres à l'Institut français. Donc dès que nous avons appris la nouvelle du saccage de l'Institut français, il fallait trouver un plan B et le plan B rapidement nous l'avons trouvé qui était la mairie centrale, mais justement aussi cette mairie centrale aussi il fallait l'équiper, c'était ça la grosse pression parce que nous refusons au FESPACO de montrer des films dans de très mauvaises conditions. On connaît disons l'ardeur, les moyens que les professionnels du cinéma, pour ne pas dire les producteurs, les réalisateurs, on a vraiment besoin pour pouvoir fabriquer un film de très bonne qualité et en fin de compte le projet dans de mauvaises conditions. Non, nous avons essayé, nous avons plus ou moins réquisitionné la salle de mariage de la mairie centrale qui est juste à côté. Nous l'avons équipé d'un vidéoprojecteur DCP, en même temps aussi la salle de cinéma, en fait, disons la petite salle de conférence de la mairie centrale. Mais au-delà de ça aussi, vous savez, le FESPACO, ce n'est pas que des projections de films. Il y avait le MICA, c'est-à-dire le marché, il y a aussi des ateliers. Tout ça, il fallait vraiment trouver des espaces que nous avons imaginés, que nous avons trouvés, que nous avons équipés, qui ont très bien marché. Je vous dans le cas du MICA, c'est vrai qu'à la dernière édition, nous avons déplacé de la place de la Nation au niveau du quartier général du FESPACO qui a très bien marché. Nous avons trouvé le chapiteau qui convenait parce qu'il fallait trouver des espaces où on pourrait justement exposer tout ce qui est comme produits audiovisuels et autres, les rencontres B2B. Il fallait trouver une salle de conférence qui est sous une tente aussi climatisée avec toutes les conditions optimales pour une conférence, avec des écrans et autres. Il fallait trouver aussi une salle aussi pour les rencontres, pour les, disons, les petites conférences, les rencontres entre producteurs, réalisateurs, ceux qui veulent signer des contrats. Au-delà de ça aussi, nous avons le côté FESPACO Pro, qui est l'espace vraiment économique du FESPACO. Et là aussi, il fallait trouver un espace. Ce sont des nouvelles activités que nous avons apportées. Je dis aujourd'hui, en fait, à partir du moment que nous avons un contenu, nous avons des structures, nous avons des espaces qui conviennent justement à ces lieux-là. Et nous sommes partis à l'ICIC, nous avons installé tout le quartier général du FESPACO. Là, nous avons eu le Yenenga Connexion, le Yenenga Post-Production et le Yenenga Coproduction, le nouveau, disons, mécanisme de cofinancement ou des rencontres entre professionnels que nous avons réussi à installer. C'est possible, mais en même temps, si cela demande beaucoup de réflexion, beaucoup de créativité, eux aussi des hommes et des femmes qui sont capables à pouvoir apporter du matériel et pouvoir aussi, justement, aussi, à un certain moment aussi, adapter les salles aussi aux besoins des professionnels qui sont là. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais des projections. Vous, je me rappelle, c'était Ciné Nerwaya, la première production. Ah oui, moi j'étais là-bas. Okay. La confidence, j'ai pas pu avoir accès à la salle. Okay. Bon, il fallait contourner après, et puis j'ai eu le moyen, je suis rentré et tout. Ouais. C'est une forte pression, hein, quand on vient présenter à son peuple, on va dire comme ça, son petit bijou. Oui, c'était une... Je savais qu'il allait avoir du monde, hein, parce que déjà avec le teaser, il y avait déjà eu un engouement, et tout le monde demandait quand et où, comment ça se passait. Voilà. Donc je savais qu'il y avait du monde, mais autant de monde, je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment parti au-delà de mes attentes. Et après, il y a de la frustration, les gens sont frustrés parce que, mais aussi, vous savez, ils voulaient tellement voir le film, donc ça se comprend. Mais voilà,
il faut qu'on sache que la salle ne fait pas 4000 places et qu'il peut contenir un certain nombre de personnes. Mais voilà, j'étais très heureuse qu'il y ait eu un engouement pour la projection. La deuxième projection aussi, pareil. Mais après, ce que je disais au Burkinabé, laissez les étrangers le regarder. Nous sommes à la maison. Je vais vous le montrer bientôt. Bientôt, il sortira en salle. Vous aurez toute la latitude de le voir. Mais non, il ne voulait pas. Il voulait être les premiers à le voir. Il voulait être les premiers à commenter. Et donc, voilà, il y a eu cet engouement. Mais bon, après, ça fait plaisir, voilà. Et c'était aussi, je ne dirais pas le début, c'est de la pression sur de la pression. Bien Quand sûr. vous êtes dans la salle hier, Palais des Sports, Ouaga 2000, vous regardez le monde là, c'était comment? Ça a commencé en fait le matin à 7h du matin parce que j'avais pas dormi de la veille. Okay. Je me suis levée le matin et puis je tremblais déjà. Je me suis dit, oula, j'ai essayé d'appeler certaines personnes pour savoir est-ce qu'ils ont des fuites. Mais j'ai jamais vu ça. Mais c'était un blocus total. Il n'y a personne qui parlait, il n'y a rien qui avait fuité. Ouais, parce que je me suis dit, peut-être qu'on va me donner un petit indice et comme ça je vais respirer. Mais rien du tout. J'ai dit, oula. Après j'ai dit, je pars plus. Je ne vais pas au stade, que mon actrice principale parte, qu'elle aille me représenter. Et après, mes assistantes m'ont dit non, c'est pas possible, tu peux pas ne pas y aller. Bon, après, la pression a commencé à descendre un peu. Je me suis habillée dès que je suis arrivée au palais. La pression est remontée. Je dis mais je vais pas y arriver. Et pendant la cérémonie, on m'envoie un petit message. On me dit mon actrice s'est évanouie. J'ai dit ah non, c'est pas possible. Oula. Elle s'est évanouie. On l'a fait sortir. Elle est revenue. J'ai dit mais ça va pas. La pression c'est pas vous seul. C'était pas moi seul vraiment. Et après je me suis dit à un moment, mon producteur qui était à côté de moi qui m'a dit il y a rien qu'on puisse faire. C'est déjà lancé, c'est déjà fait. Et pourquoi on se met autant de pression, voilà. Et là je me suis dit bon je respire, advienne que pourra. Et voilà. Tout le monde peut poser des questions, pas de souci. Oui, advienne que pourra. On sait que Apolline Traoré a participé à plusieurs éditions du FESPACO avec plusieurs films. Elle n'a pas eu cette pression-là précédemment. Précédemment aussi, Apolline Traoré se souciait pas beaucoup de gagner ou de ne pas gagner les talons d'or de Yenega. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent parce qu'il y avait un vrai désir des talons de Yenega. Peut-être aussi parce que ça serait un symbole d'être la première femme à remporter ce trophée. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, justement, Apolline Traoré a voulu gagner cet étalon? On a senti que tout était organisé autour de Sira pour remporter cet étalon. On n'en était qu'à une marche, ce qui n'est pas mal, je trouve. Maintenant, pourquoi ce coup-ci, Apolline tenait à gagner cet étalon pour le peuple burkinabé? Je tenais parce que, à cause de la thématique. Vous savez, ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet et comme je l'ai dit au début, je voulais absolument le faire sur le territoire burkinabé, dans la région de Dori et les alentours. Et dès les premiers instants quand j'ai commencé, l'armée m'avait accompagné, ils sont allés avec moi, j'ai vu les déplacés, j'ai parlé un peu à tous ceux qui sont vraiment acteurs de cette crise-là et qui le vivent au quotidien, pas comme nous. Nous le vivons mais un peu quand même de loin. Et j'ai senti vraiment qu'il fallait que je le fasse ici, que je le fasse avec eux. Et après, malheureusement, les choses se sont empirées dans notre pays. On ne m'a pas donné l'autorisation de tourner parce que, sincèrement, une semaine après mes repérages, on a encore eu Solan, donc il y avait tout ça. Et donc j'ai dû me déplacer. Mais vous savez, ça a tellement été dur de produire ce film et de le réaliser. Ça a été extrêmement difficile. Être en Mauritanie, dans un pays étranger, sans un budget complémentaire, parce qu'on avait le budget local, mais on n'avait pas le budget complémentaire, mais on s'est soudé les coudes et on s'est dit il faut qu'on le fasse. Donc le fait qu'on ait déjà pu le finir et être présent, c'était déjà un. Et la thématique, je voulais tellement cet étalon pour le peuple, c'était pour moi une représentation de résilience et de résistance, non seulement avec tous les déplacés internes, les FDF, les VDP et toute la population, c'était un gros symbole pour moi. Vraiment. Comme j'ai dit, j'ai fait beaucoup de compétitions
compétition, non seulement au niveau du FESPACO, mais au niveau international. Mais jamais j'avais voulu... En fait, cet étalon dépassait ma personne. C'était plus moi, en fait. Voilà, je me suis dit, quelle que soit la personne qui aurait été à ma place, cet étalon devait vraiment, on le voulait, pour donner un grain d'espoir, un grain de joie dans le peuple des Burkinabés. C'est pourquoi je tenais à celui-là, parce que ça dépassait ma personne, j'étais trop petite. Au-delà de ça, comme je vous dis, les gens me disaient qu'il faut en ramener la coupe, c'était même plus les talons. Donc il s'était parti au-delà de ce que je pouvais attendre, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'était important. Mais à la fin de la journée, j'ai reçu l'argent. Je suis en 2e position, ça veut dire que quand même le travail a été valorisé. Donc, et je respecte le choix du jury, ce sont des professionnels. Ça veut dire que je n'ai pas démérité. Le film a quand même une certaine qualité, et sincèrement, le peuple ne devrait pas être découragé, parce que moi je ne le suis pas, et je vais continuer à me battre jusqu'à ce que je l'aurai. Oui. Apolline Traoré n'est pas découragée, elle a eu l'argent, elle est donc à une marche de l'étalon d'or. Alex Moussa Sawadougou, délégué général du FESPACO, on peut être fier de cet étalon d'argent qu'a gagné le Burkina lors de cette édition. Absolument, absolument. Je crois que là j'enlève ma casquette de délégué général du FESPACO pour parler en tant que Burkinabé. C'est vrai qu'aucune fuite n'a été faite durant le FESPACO, justement aussi c'était les conditions que j'ai mises aussi en place à travers disons les jurys et puis aussi avec mes collaborateurs. Mais quand j'ai appris la nouvelle, moi, disons c'est la nuit de vendredi à dimanche, j'étais le premier à jubiler. Voilà, la nuit de vendredi à samedi, pardon, j'étais le premier à jubiler. Je me suis dit, voilà, on arrive tout doucement parce que c'est un long combat qu'on mène, nous les Burkinabés justement, pour pouvoir succéder à Gaston Kaboré. Et cela aussi, et souvent, je le dis très souvent aussi, que les talents, ça va se fabriquer. Les talents burkinabés, il va falloir qu'à un certain moment, nous Burkinabés, on le fabrique ou on la fabrique, ça peut être une femme bien sûr aussi à ce niveau-là. Et à ce niveau aussi, il faut qu'on se donne les moyens. On a vu les Sénégalais ont commencé à remporter les étalons du Nyenga il n'y a pas très longtemps, avec justement tout le mécanisme, tout le système en place qu'ils ont mis au niveau du Sénégal concernant le financement, l'accompagnement des jeunes, des réalisateurs, des producteurs et autres. La Tunisie, qui est un grand pays de cinéma, qui a un fonds conséquent pour le financement des films, pour la relève et tout cela, ils viennent de remporter leur premier talon d'or du Nyenga. Donc vous voyez que justement il y a un travail qui se fait. Mais je crois que non, on va y arriver, que ce soit avec Pauline, comme l'a si bien dit, ou avec quelqu'un d'autre, on va y arriver. Mais là aussi, ça demande le concours, le travail de tout le monde. Nous, au niveau du FESPACO, je peux dire que aussi, on essaie quand même de pouvoir aussi travailler cela aussi à travers justement tous les ateliers que nous avons mis en place, en donnant un gros pourcentage au niveau des Burkinabés qui participent, en mettant en place aussi des mécanismes comme le Yenenga Academy, le Yenenga Post-Production, mais en même temps aussi, cela ne veut pas dire que tout réalisateur devait remporter les talents d'or du Yenenga. C'est comme elle dit, c'est une coupe, la Coupe du Monde. Combien de pays aussi ont remporté la Coupe du Monde? Combien de pays ont déjà remporté les talents d'or du Yenenga? Ils ne sont pas nombreux. Et je crois fort bien que la concurrence est devenue très rude, parce qu'aujourd'hui, en matière de la cartographie du cinéma africain, on ne peut pas dire que c'est tel pays qui est capable de pouvoir remporter, parce que qu'on prend un pays comme la Somalie, qui pourrait imaginer que la Somalie pourrait remporter les talents d'or du Yenenga. Et je pense qu'on va y arriver. Et le succès d'Apolline aussi, c'est comme le dit, c'est le succès du Burkina aussi. C'est son succès à elle-même d'abord, il faut reconnaître. Aussi, je crois qu'en 2025 ou 2027, Inch'Allah, on va y arriver. Et il y a aussi un point, c'est qu'il y a une pression, on le disait tout à l'heure, mais c'est la preuve aussi que le FESPACO, il reste très professionnel. C'est un jury qui est très averti, qui regarde et à la fin décide sans pression. Non, absolument. Vous savez que lorsqu'on arrête justement la programmation, avant, on a déjà quelques notes aussi pour voir quelles sont les personnes qui vont participer comme jury. La composition d'un jury, c'est comme on écrit une thèse de doctorat. C'est très intense en fait pour nous. Il faut revoir aussi quel langage sera employé à ce niveau, quelles sont les personnalités qui vont composer ce jury-là, quel est leur regard sur le cinéma et quelles sont les personnes qui ne sont pas très avisées sur le cinéma. Donc il faut avoir toutes ces personnes et aussi aller chercher aussi des personnes aussi justement qui ne viennent pas de la même région, du même pays, afin de donner la possibilité pour que le pays aussi ait une valeur. Donc pour nous, c'est une pression aussi de composition
composer le jury. Et aussi, ce qui fait la force du FESPACO, c'est que jusqu'à présent, aucun prix n'a été discuté. Nous devons garder ce label. C'est un label qui est très important, qui donne justement l'envie aux nombreux réalisateurs et réalisateurs de venir au FESPACO. On ne veut pas seulement dire c'est parce que c'est organisé par nous, dont le financement à plus de 60%, c'est le Burkina Faso, qu'il faut donner justement le prix à un ou à une Burkinabé. Et je crois fort bien aussi, si on donnait le prix par complaisance aussi à Pauline Traoré aussi, elle n'aurait pas accepté parce que c'est une professionnelle, elle veut mériter ce trophée. Oui, mais en parlant de cela, Alex Moussa Savadogo, délégué général du FESPACO, il y a certains qui ont estimé tout de même que la présidente du jury est une Tunisienne et que le prix est revenu à un Tunisien. Et alors qu'on sait très bien que les critères qui ont prévalu au choix de l'étalon du Ilinga sont d'ordre professionnel. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, justement, empruntent cette piste-là en disant pourquoi... Je dirais tout simplement, ce sont des hommes ou des femmes qui ne connaissent pas justement peut-être le background de cette dame, de ce qu'elle a fait pour le cinéma africain, pour voir le cinéma du monde. C'est une femme qui s'investit depuis très longtemps, disons, pour le cinéma en tant que productrice, en tant que directrice artistique du Festival de la Journée cinématographique de Carthage, avoir produit et coproduit de nombreux films tunisiens, arabes et sud-africains et de l'Afrique subsaharienne aussi. C'est une dame aussi, depuis très longtemps aussi, continue justement pour la transmission, pour les relations entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et au-delà de ça aussi, regardez ceux qui composent aussi ce comité aussi. Nous avons aussi des réalisateurs, nous avons des hommes de culture, une personnalité comme Abdoulaye Konaté, pour ceux qui connaissent l'art plastique, connaît la valeur de cet homme, l'intégrité de ce grand homme dans l'art plastique qui est coté partout un peu dans toutes les grandes galeries du monde. Quand on prend le cas de Michel Rakotusson, cet écrivain très connu qui a fait la francophonie au niveau de Madagascar. Si on prend le cas des autres aussi, même de Odile Sankara qui est burkinabé aussi, qu'on connaît tous aussi, ses compétences, ses qualités. Non, moi je crois fort bien qu'il faut essayer d'aller au-delà. Et je crois que si un prix n'est pas décidé par la présidente, elle peut être une présidente, mais elle ne gouverne pas tous les autres en fait. Ceux qui sont là aussi, ce sont des hommes, ce sont des femmes aussi, qui sont capables de se décider et de donner leur point de vue. Et donc ce ne sera pas parce qu'il y aura un président du jury burkinabé que Pauline Traoré aurait gagné ça. On parle de l'étalon d'or de Yenega, on va se permettre donc une petite pause avec, on va dire comme ça, l'opportunité de mieux découvrir ce film. Donc c'est Ashkal qui va succéder à la femme du fossoyeur, Youssef Chebi, à Kadar Ahmed. Et on va se permettre donc de revenir sur la projection de ce film-là et quelques réactions qu'on a eues avant de poursuivre nos échanges sur ce plateau. L'histoire se passe dans un des bâtiments des jardins de Carthage, un nouveau quartier de Tunis créé par l'ancien régime de Ben Ali. Stoppé au début de la révolution et laissé à l'abandon, deux flics, Fatma et Batal, découvrent le corps calciné d'un gardien. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher vaguement sur ce cas mystérieux. Cette enquête survient alors qu'une instance commission vérité et dignité cherche à lutter contre la corruption policière et à obtenir justice pour les victimes de torture d'État. Chaque personnage est trouble et les motivations sans éthique. Le prix à payer sera différent pour chacun. Autant Batal reste cette figure d'un homme corrompu qui tente de sauver sa peau, se resserrant sur sa cellule familiale, autant la jeune Fatma suit une ligne intransigeante. Ashkal est le premier film tunisien à oser incarner ce qui demeure encore l'image marquante de la première immolation et de donner un bref aperçu de la réalité tunisienne. Sous le regard des avertis du 7e art, Ashkal de Youssef Chebi réunissait toutes les conditions et la philosophie pour remporter le prix le plus précieux de cette 28e édition du FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga. C'était un film exceptionnel, beau son, belle musique, beau décor, et ce soir encore je revis encore les mêmes émotions à travers le son, la musique. Regardez par exemple le plan séquence qu'il fait en début du film. Il filme la rue à partir d'une fenêtre en plongée. Et il garde la caméra jusqu'à venir découvrir un œuf garé sur la fenêtre. Regardez comment il procède. Donc c'est vraiment un plan séquence bien mené. Il y a régulièrement les plans qu'il fait. Toutes les séquences des rues, toutes les séquences externes dans la ville, vous avez une vue panoramique
de la rue ou bien de la ville. Et bien, il garde la caméra pendant longtemps, il prend son temps pour filmer. Moi, je trouve que techniquement, le film, il n'y a pas de reproche à faire à ce film. Yacouba Napon, alias MC-Z, s'inscrit dans le même registre. Tous les aspects techniques sont réunis pour ce long métrage de Youssef Chebbi. Et ce prix en vaut la peine. Si le FESPACO est crédible jusqu'à présent, c'est parce qu'on a mis toujours l'aspect technique professionnel devant. Et donc le jury, si vous voyez, c'est pas une seule nationalité. Il y a l'Afrique noire, il y a l'Afrique Maghreb, il y a partout. Donc c'est des techniciens vraiment aguerris qu'ils ont mis pour pouvoir vraiment sortir la vérité. Et le profane, il ne verra pas ça, il va dire oh mais c'est quel film, c'est pas intéressant. Mais les techniciens, ils ont retrouvé le cinéma d'antan, un film d'auteur. Incompris ou ambigu pour certains cinéphiles sous le regard de l'œil du profane. Pour ces amoureux du 7e art, Ashkal ne méritait pas de remporter le trophée. Je n'ai pas très bien compris le jury. Sinon, bon, pour moi, ça ne méritait pas parce que bon, je ne vois pas la leçon qu'il faut tirer, parce que l'enseignement qu'il faut tirer dans ça, à part le fanatisme, je ne sais pas, peut-être religieux ou de la sorcellerie ou quelque chose comme ça, bon, je ne vois pas l'enseignement qu'on veut donner à travers ce film. Ce prix de Youssef Chebbi, l'étalon d'or de Yenenga, est une première pour la Tunisie. Pour cette catégorie, 15 films étaient en compétition. En rappel, le film Ashkal a été projeté au Festival de Cannes. Très intéressant donc. Ça me faisait sourire quand je regardais tout à l'heure des avis partagés de personnes un peu plus averties. Et puis à la fin, comme tout le monde, quelqu'un qui vient, qui regarde un film et puis qui a son sentiment après. Alors qu'il y a des professionnels qui doivent juger. Et après, les autres, ils entendent le nom et ils disent, bon, est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il le mérite? C'est un peu difficile toujours. Hein. C'est ça, Wadogo. Oui, c'est toujours très difficile parce que le regard, il est singulier. Chacun regarde un film aussi selon, comment je peux le dire, en fait, selon son expérience, selon sa manière de voir des films, selon les thèmes, les techniques et tout ce qu'ils disent. Non, mais moi, j'aimerais aller très rapidement là-dessus. Je crois que tous les 15 films que nous avons sélectionnés étaient avec, disons, la possibilité de remporter ce talent d'or du Yenenga. J'ai réussi, en fait, en si peu de temps, de mettre un comité de sélection qui est composé de personnalités d'horizons divers, des nationalités diverses aussi, qui permettent vraiment justement de faire des choix qui sont très judicieux. Et nous insistons là-dessus. Et j'insiste une fois de plus que le FESPACO, c'est un lourd héritage que nous avons et nous voulons conserver justement, disons, ce thème du FESPACO qui fait ce label qui est très convoité par de nombreux réalisateurs. Donc justement, à partir du moment qu'on a 15 films, ces 15 films méritent tous. Et je crois qu'à un certain moment, maintenant, c'est le jury de pouvoir départager. Et comme je le disais tout à l'heure, si le jury m'appelle à 2h du matin de la nuit de vendredi à samedi pour me donner les résultats, c'est vraiment qu'ils ont discuté, en fait, ils ont pris du temps pour pouvoir discuter, de pouvoir décider d'abord pour le label du FESPACO que nous voulons garder et aussi pour le bien justement de tous ceux qui travaillent aussi pour le FESPACO. Justement, Apolline Traoré, vous avez pu regarder le film, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu beaucoup de films pendant cette édition. Par contre, dans la sélection des 15, il y avait certains que j'avais vus ailleurs, dans des autres festivals où j'ai été. Il y avait deux particulièrement qui me faisaient peur parce que je les avais vus et ils étaient très bien. C'était lesquels? C'était Sous les figues, justement d'une jeune Tunisienne. C'est son premier film. Et j'avais trouvé son rythme et sa façon de filmer très très bien. Il y avait aussi, je me rappelle plus très bien du nom, il y avait aussi le film du Sénégalais que j'avais vu. Donc il y avait 3 ou 4 films que j'avais déjà vus qui étaient quand même d'une belle hauteur. Mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Non. D'accord. Question? Oui, justement, je crois que de toute façon, il y a un double regard. Il y a le regard du cinéphile qui est beaucoup plus sentimentaliste, qui regarde le film qui regarde le film avec ses propres canons. Ça peut être aussi parce que c'est Apolline Traoré. Moi, j'ai envie que ce soit Apolline Traoré. Et puis il y a l'histoire, telle que l'histoire me parle, les séquences telles qu'elles me parlent. Mais et puis il y a maintenant le regard du jury
qui va dans les détails pour regarder la technique de comment on a filmé tel plan. Et donc, forcément, parfois, il y a un décalage entre ce qu'attend le public et ce que décide le jury. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas seulement au cinéma qu'on a cette sorte de dichotomie parfois qui survient dans les compétitions. Mais je pense que de la vie générale, ce film tunisien a été bien fait et que techniquement il était très bien fait et que l'histoire était aussi bonne à raconter. Donc il y en a bien entendu qui ne comprennent pas tout à fait ce qu'il a voulu dire dans son film. Je ne l'ai pas regardé malheureusement pour me faire une idée plus juste, mais je pense que le jury, une fois encore, a essayé puisqu'il faut se rappeler que tous les prix ont été attribués à l'unanimité. Donc cela veut dire aussi que l'unanimité s'est faite sur la façon dont les histoires ont été tournées, sur les critères que Apolline connaît mieux que moi par rapport aux plans qui sont tournés. Donc je pense que techniquement c'est un film qui mérite les talons de Yenega et c'est pour cela qu'il a été primé de ce trophée. Donc maintenant, au regard de tout cela, nous on avait nos espoirs donc sur Sira. Il a eu l'argent. Bon, on en est fiers aussi que finalement notre candidat soit arrivé deuxième de la compétition. Et je pense que, comme on l'a dit déjà sur le plateau, voilà, l'appétit venant en mangeant, on va continuer de se battre pour gagner l'or la prochaine fois. Évidemment. Et parlons justement aussi d'autres prix, les prix spéciaux. Cette fois-ci, on voit que le Burkina a quand même raflé ses combien 6 prix spéciaux. Hein. Je pense que celui qui vient après, c'est le Niger, avec 4 prix. Il y a le Mali, invité d'honneur. Il y a le Cameroun, le Sénégal, le Bénin, le Nigeria, l'Éthiopie, qui ferme la boucle. Quand on parle de donateurs, c'est quand même 15 donateurs. On se retrouve avec 126 millions de francs CFA, qui constituent donc la valeur de ces prix spéciaux. C'est pas simple à les glaner, hein, surtout dans le contexte dans lequel on est. Non, c'est pas simple. Moi, je crois que ces prix spéciaux sont vraiment très importants. D'abord pour le FESPACO, parce que aussi c'est une occasion aussi de pouvoir offrir, disons, des possibilités de financement ou juste de l'argent à ces porteurs de projets, plus pas ces porteurs de films, à ces réalisateurs ou producteurs. Vous savez déjà qu'au FESPACO, nous avons plus de 120 millions que nous donnons comme compris. Et si les prix spéciaux viennent, d'abord c'est une confiance en fait que ces marques-là veulent déposer sur la qualité, sur le label du FESPACO, ce qui est très important pour nous aussi, parce que tout ce que nous faisons aussi, nous avons toujours besoin aussi de reconnaissance quelque part. Et nombreuses sont ces entreprises aussi qui veulent avoir leur image au niveau du FESPACO. Au-delà de ça aussi, ils donnent justement des prix qu'on appelle les prix spéciaux, bon, voilà, à de nombreux réalisateurs ou réalisatrices. Ce qui revient à dire que le FESPACO, tous les 170 que nous avons sélectionnés, nous aimerions bien les sélectionner, comme a dit autant tantôt mon ministre de tutelle, tous les 170 films déjà arrivés au FESPACO, c'est déjà des prix. On dit que nous avons visionné 1200 films, je peux dire même au-delà de 1200 films, et nous avons choisi les 170 films, ramener ces 170 films à Ouaga, les montrer en une semaine, en une ou en deux, ou voire même 3 projections, ce qui est important quand même pour un réalisateur qu'on arrive à mettre, disons, sur l'orbite quand même des sélections de festivals. Cette année, nous avons reçu plus de 90 directeurs de festivals qui sont du monde entier et pour voir notre sélection, les sélectionner pour aller dans des différents festivals. Donc les prix spéciaux aussi viennent renforcer. Et là, ce qui est intéressant, comme a dit tout à l'heure aussi Serge aussi, c'est que là, la composition, elle est double en fait. Il y a une partie des membres du jury qui est faite par le FESPACO et l'autre partie est faite par le donateur. Ce qui donne aussi des regards différents, des choix. Et c'est très bien. Et je suis très fier justement qu'Apolline vient d'avoir les 35 millions. Je pense que quelque part aussi, à la sortie du plateau, on saura comment dépenser cet argent-là. Parce que je sais dans quelles conditions elle a réalisé son film. C'est très difficile justement d'avoir un film comme son film vraiment qui est compétitif, qui a été réalisé en si peu de temps, avec très peu de moyens, avec encore, elle a dit tout à l'heure qu'elle allait en Mauritanie, ce qui revient à dire que son budget fallait revoir. C'était vraiment important. Donc justement, c'est important de voir. C'est comme j'ai dit, une fois de plus, il va falloir que nous, Burkinabés, on pense à fabriquer notre étalon. Et cet étalon, la fabrication de cet étalon doit se faire maintenant. Ouais, justement, ce que vous dites me fait penser à il y a 30 ans, quand Roger Wambala a gagné cet étalon d'or avec Au nom du Christ, la veille de la proclamation, donc des résultats, j'ai eu l'opportunité d'interviewer Roger Wambala. Il me disait dans sa chambre d'hôtel, ce film a souffert. Il n'avait pas encore payé ses techniciens, il y avait beaucoup de problèmes
problèmes qui l'attendaient. Il ne savait pas s'il allait gagner les talons ou pas. Donc, et même s'il gagnait les talons, ça ne suffisait pas pour éponger. Mais il y avait cette sorte de satisfaction morale, de caution qui permet ensuite de voir venir les choses. Est-ce que c'était le cas pour Apolline Traoré avec ce film Sira? Est-ce que ce film a souffert? Dites-nous un peu dans quelles conditions. Dites-nous un peu, maintenant que vraiment il y a une danse de milliards. Une danse de millions de sur la tête d'Apolline Traoré. Est-ce qu'elle finit finalement par régler peut-être les dettes qu'elle a contractées pour réaliser ce film? Bien sûr, en fait, je n'ai pas... comme je le disais tantôt, un budget local n'est pas un budget international. Ou quand tu délocalises une production, ça devient autre chose. J'avais 60 personnes à loger, nourrir, que je devais emmener en Mauritanie. Déjà, le billet d'avion par personne coûtait 700 à 800 000 francs. Et je ne pouvais pas le faire. J'ai réuni mon équipe, je leur ai dit, écoutez, je ne peux pas. Il faut trouver une solution. Et vous vous imaginez, ils ont accepté de prendre le bus dans cette insécurité parce que la frontière du Mali aérienne était fermée. Ils ont pris le bus jusqu'au Mali et c'est là-bas qu'ils ont pris le billet, un avion pour arriver en Mauritanie. Et arriver en Mauritanie, il faut là encore 500 km de route pour arriver sur le site. Donc c'était tellement difficile sur le plateau qu'on se levait tous les jours, on se demandait si on allait arrêter. Parce que financièrement, ça ne suivait pas du tout. Je me levais le matin, je me demandais comment j'allais nourrir mes gars. Voilà. Et j'étais à un moment tellement découragée que je me disais, bon, je ne vais pas tenir. Mais vous savez, quand vous vous levez à 5 h du matin et que vous voyez vos assistantes, vous voyez les gens qui sont en train de s'atteler pour aller sur le plateau, vous vous dites, mais qui suis-je de me lamenter? Oui. Ils sont là pour moi, ils sont là pour le film et ils sont déjà debout. Et donc, je ne peux pas me dire que je ne vais pas me lever pour y aller. Donc, on s'est battu et à un moment, je leur ai dit, je ne peux pas vous payer. C'est soit je vous paye, soit on finit pas le film. Donc, sacrifiez-vous et je vais vous sacrifier si vous le permettez, pour que je puisse terminer le film, parce que il y a une production. Quand on finit la production, après il y a le montage, il y a toute la finition. Voilà. Donc quand on a pu terminer et que nous sommes rentrés à Ouaga, il y avait un choix à faire. Le choix, c'est quoi? L'argent qu'il me restait, je paye, j'éponge tout le monde et je dépose le film. Je ne le monte pas. Ou je prends cet argent, je vais le monter et je suis présente pour le FESPACO. Le choix, ils m'ont dit, vas-y, va le faire. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis d'aller monter le film et d'être présente ici aujourd'hui. Donc, avec tous ces prix spéciaux que DG pense que c'est beaucoup, c'est déjà parti dans les poches de mes techniciens et de mes comédiens, parce que jusqu'au début du FESPACO, ils n'avaient pas été réglés. Mais il y a eu beaucoup de bavardage autour, vous savez. Mais seuls les comédiens et les techniciens qui étaient sur ce plateau, ils savent. Et les gens bavardent, mais ils savent. Et c'est ça qui a fait la force de ce plateau, c'est ça qui a fait la force de Sira, parce qu'on était soudés et on sait ce qu'on a vécu. On sait vraiment ce qu'on a vécu et on n'a pas lâché une seconde. Une seconde, on n'a pas lâché, parce qu'on était tellement déterminés en se disant, on est des étrangers ici. Tout ce qu'il faut faire, il faut finir et rentrer chez soi. Il ne faut pas qu'on ait honte. Parce que arrêter un plateau de tournage, surtout à l'étranger, c'est la honte. Ouais. Et il ne fallait pas qu'on ait ça. Donc oui, ça a été extrêmement... C'est le film le plus difficile de ma carrière. C'était vraiment une traversée du désert, littéralement, comme le film l'est. Mais c'est une expérience. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Ça m'a fait évoluer dans ma carrière, dans ma personne de qui je suis aujourd'hui. Donc je ne peux que remercier le Seigneur de m'avoir permis de vivre cette expérience, bien que ça a été difficile. Et aujourd'hui, je finis le FESPACO quand même avec des sous pour régler. Donc voilà, c'est parce que hier, par exemple, les journalistes me disaient, est-ce que vous êtes déçus de cet argent? Je dirais que ce serait malhonnête pour moi de dire que je suis déçue après tous les prix spéciaux quand même que j'ai eu la veille. Ça sera contre la volonté de Dieu de dire une chose pareille. Voilà, j'ai été chanceuse pour aujourd'hui
avoir reçu ce que j'ai reçu. Même si c'est pas l'or, il y a beaucoup de choses qu'il faut tenir compte et qui me permet quand même de liquider des petits problèmes. Voilà. Justement, là on met le doigt sur un véritable problème, hein, c'est le financement en tant que tel, alors qu'on sait que c'est le nerf de la guerre. Certains se sont bien préparés et la preuve, ils brillent et c'est de l'or. Mais chez nous, on a l'impression que c'est les réalisateurs qui se battent eux-mêmes. On ne voit pas la politique d'accompagnement qui soit vraiment claire. C'est un véritable problème. Je crois que la question elle est adressée beaucoup plus au directeur général du cinéma du Burkina, qui est un délégué général du FESPACO, qui n'est pas dans la politique de financement et autres. Non, mais si, la question elle est là, c'est dans les financements. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, il est important qu'on repense un peu à notre politique de cinéma. Et je crois fort bien qu'avec ce gouvernement, pour ne pas dire avec ce ministère, qui a réussi à mettre en place le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, va permettre pour que, disons, dans les années à venir, on puisse avoir un fonds et ne pas attendre justement qu'à quelques semaines, voire quelques mois, de pouvoir donner de l'argent à des réalisateurs pour pouvoir le faire. Et je crois qu'au Burkina ici, c'est ce qui s'est passé à 6 mois du FESPACO, voire moins. Il y avait la question de 1 milliard du président qui a été lancé sur table, et puis le temps de pouvoir monter les dossiers, avoir cet argent pour aller. Non, ça s'organise. Et je crois fort bien qu'avec le CNCA, on espère bien qu'avant 2024 déjà, pour ne pas dire, on aura déjà un fonds dans lequel on pourrait déjà financer d'avance les réalisateurs dans le développement de leurs projets, à la production, jusqu'à la post-production. Aujourd'hui, quand on prend le cas du Sénégal, qui a remporté les 2 talons presque, voici, ils ont un fonds qui est quand même consistant, et je crois aussi que le film d'Apolline aussi, c'est une coproduction aussi sénégalaise. Le cas de la Tunisie, oui, c'est vrai, ils ont un fonds de cinéma tunisien qui finance, juste même après la remise des prix, j'ai essayé d'aller comparer rapidement pour voir le budget de HKL et le budget d'Apolline. Je préfère ne pas vous le dire, en fait, c'est carrément différent. Donc du coup, vous voyez que... C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Voilà, si je peux le dire ainsi, c'est le jour et la nuit, avec tout le soutien que ce réalisateur a eu au niveau de son pays, au niveau de coproduction dans les différents pays, le monde arabe, les pays européens. C'est très fort. Et on voit toute la production et l'accompagnement, que ce soit les techniciens de son pays. Moi, je peux dire, c'est plus ou moins une évidence, en fait, qu'il gagne ce prix, voir cet étalon-là. Non, il faut qu'on s'y mette. Il faut qu'on s'y mette. Et d'autre part aussi, il faut reconnaître aussi que ce que nous avons aussi, c'est pas mal aussi. Apolline, je crois qu'elle a déjà dit sur votre plateau ou ailleurs aussi, elle rentre aussi de Berlin aussi, où elle a remporté le prix du public aussi au niveau de la Berlina, qui est un gros festival aussi des catégories A. On a eu des films burkinabés qui ont été à Rotterdam, d'autres étaient à Luxembourg qui ont remporté des prix. Je sais que le Burkina, on demande beaucoup plus, on veut encore avoir des films de très bonne qualité, encore être présent dans de grands festivals du monde, mais voilà, on a une génération aussi qui est gourmande aussi. Donc il faut arriver aussi à donner à cette génération gourmande là, quand je dis gourmande, c'est sur le plan de la créativité. Donc du coup, il faut pouvoir aller aussi et de pouvoir se donner des objectifs. Je crois que c'est là, comme j'aime bien le dire, il ne faut pas confondre cinéma et film. Donc justement, il y a des gens qui veulent faire des films et d'autres qui veulent faire du cinéma. Donc à un certain moment aussi, il faut savoir ce qu'on veut faire aussi lorsqu'on se lance aussi dans la réalisation. Apolline pourrait mieux vous dire depuis quand elle a commencé à écrire ce projet et quand elle est arrivée. Donc justement, il y a tout cela. C'est pas parce qu'on fait un film qu'on dit qu'on a fait du cinéma qu'on veut remporter le talent d'or du Ninenga. Et en fin de compte, vous le déposez au FESPACO. Et lorsqu'il n'est pas sélectionné, voilà, ce sont des choses. On cherche toujours en fait à jeter en fait le tort en fait soit sur le FESPACO, sur le réalisateur ou la réalisatrice, sans vouloir regarder nous-mêmes comment on accompagne justement ces réalisateurs ou ces producteurs. C'est ça le problème en fait justement. On a vu de nombreux réalisateurs qu'à partir du moment que l'idée est germée, ils sont dans le développement, il y a tout un détail, il y a tout un mécanisme qui se met en place en fait pour pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Chez nous, c'est qui aujourd'hui? Je ne sais pas. Oui, alors en parlant de cette question de financement, vous avez évoqué tout à l'heure le milliard que met sur la table donc le président pour développer cette activité. D'abord, il faudrait préciser à nos téléspectateurs si ce milliard concerne que le cinéma. Et on sait que dans d'autres pays, vous avez évoqué le cas du Sénégal tout à l'heure, il y a beaucoup plus de milliards qui sont mis sur la table. Alors aujourd'hui, on n'a que ce milliard, mais comment est-ce que ce milliard participe au développement du cinéma burkinabé, dans la mesure où l'on sait que pour faire un bon film, ça peut engloutir déjà le milliard. Je parle sous le contrôle d'une célèbre réalisatrice ici.
Une fois de plus, cette question adressée à la direction générale du cinéma, pour ne pas dire cinéma, je sais pas. Peut-être Apple pourrait mieux répondre, je ne sais pas combien elle a eu dedans pour son film. Non, c'est vrai qu'un milliard, déjà c'est 1,5 milliard, je crois, quelque chose de ce genre. C'est 1,5 milliard, c'est déjà même le budget des films. Mais si on fait donner ça à combien de réalisateurs, et lorsque l'argent est là aussi, on veut essayer de ce que j'aime bien appeler le système arroseur, on veut arroser tout le monde. Et encore le gros souci, c'est que ceux qui n'ont pas eu, c'est un problème, et ceux qui ont eu, c'est essayer de comparer pourquoi j'ai eu moins que l'autre. Donc vous voyez, on est toujours un peu dans cette discussion, et je crois que c'est pas la première fois qu'il y a eu ce souci de 1 milliard, il y a eu 2-3 ans, je crois, où il y a eu ce souci de 1 milliard. Il va falloir qu'on arrête justement de donner le milliard à quelques semaines, voire à quelques mois du FESPACO, et de repenser. Et à plusieurs personnes. Et à plusieurs personnes. Voilà pourquoi je parle de fabrication de l'étalon. Je ne vais pas donner le concept de la fabrication, mais il est important de réfléchir. En fait, on sait, on connaît le pays, nous n'avons pas 1 milliard de réalisateurs comme dans d'autres pays. Nous n'avons pas 1 milliard de talents qu'on pense qu'on pourrait investir en eux pour pouvoir remporter les talents d'Odi Yenega. On les connaît tous, on veut être vraiment sincère. Et si on veut vraiment, comme elle disait tout à l'heure aussi, se battre pour notre pays pour remporter les talents d'Odi Yenega, on les connaît tous. Pourquoi ne pas investir sur ces personnes-là et espérer des talents d'or en 2025 ou en 2027? Moi, en tant que directeur général du FESPACO, nous sommes prêts à pouvoir recevoir ces projets-là, à pouvoir recevoir ces films-là, parce que quelque part aussi, il faut le dire aussi, je ne veux pas être chauvin, mais depuis très longtemps, si le FESPACO existe, continue à garder sa notoriété, sa force, pour ne pas dire ce label-là aussi, c'est parce qu'il y a un soutien des raids de l'État. Et c'est bien sûr, la population, s'il veut voir aussi les talents revenir à Ouaga et ne pas galoper en Tunisie ou en Somalie. Et je crois que le soutien aussi que le peuple burkinabé, pour ne pas dire la population de Ouaga, a apporté à Pauline. Une fois de plus, j'avais ma casquette de délégué général du FESPACO, je parle en tant que cinéphile du Burkina. J'étais très fier. Ça montre encore aussi que cette question de cohésion sociale est là. On n'a pas dit que c'est Apolline, on n'a pas dit que c'est une femme, on a dit que c'est notre candidate. On a fait bloc autour d'elle pour qu'elle puisse arriver. Malheureusement, il manquait juste une étape. Mais justement, si on arrive justement dans cette dynamique-là, d'accompagner ces talents, ces personnes qui sont capables de nous ramener les talents, je crois fort bien qu'en 2025, nous allons y arriver. Peut-être qu'Apolline pourra nous dire sur la manne étatique combien elle a pu recevoir et comment elle a pu être accompagnée dans ce sens. Vous êtes sûr qu'il faut qu'on parle de ça parce que écoute, je sur un budget de 800 millions de francs CFA pour mon film, j'ai reçu 50 millions, tout simplement. Voilà, c'est 50 millions que j'ai reçus pour essayer de terminer. Mais bon, je pense que ce que le délégué a dit, 1,5 milliard, c'est déjà un budget d'un film. Et je pense qu'il faut qu'on assume au niveau de la direction du cinéma, au lieu on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut vraiment pas satisfaire tout le monde. Il faut qu'on s'assume, qu'on sélectionne, ça c'est mon avis personnel, qu'on sélectionne de bons projets, 2, 3, 4 maximum, et qu'on investisse sur eux. Voilà. Mais je suis désolée, on ne peut pas faire un film avec 20 millions, on ne peut pas faire un film avec 40 millions de francs CFA. C'est pas possible. Alors quand on prend, comme le délégué le dit, on fait du cinéma ou on fait des films. Donc si on veut faire des films, d'accord, on peut saupoudrer de 20 millions, 30 millions, 40 millions à plusieurs personnes, à la jeunesse, à se faire des films, à faire des téléfilms, qui sont importants aussi dans notre cinématographie. Ces petits films sont importants, il ne faut pas qu'on se leurre, c'est important pour les salles, c'est important pour notre industrie. Après, il y a le cinéma et il faut miser sur le cinéma, il faut miser sur des projets et il ne faut pas avoir peur de miser sur ces projets-là. Je suis désolée, mais je le dis sur ce plateau, le Sénégal a misé 100 millions sur mon film. 100 millions sur mon film. Donc voilà, ça dit comparativement au Burkina. Voilà, mais je sais que c'est déjà quelque chose de bien de nous accompagner, mais je pense que l'État ne connaît pas notre manœuvre de cinéma. C'est à la direction générale du cinéma de prendre ses responsabilités et de pousser pour des vrais projets. L'État ne peut pas faire ça. L'État nous accompagne. L'État nous dit voilà ce que j'ai pour vous, débrouillez-vous. Alors quand on prend cet argent,
argent, il faut qu'on le distribue bien, il faut qu'on sache exactement comment miser sur les personnes qui puissent. Maintenant, il faut faire la différence. Il faut faire la différence entre partager cet argent sur des gros projets qu'on sait qu'on va aller en compétition. Parce qu'on va en compétition, pas seulement au Burkina, on va en compétition avec le monde entier, avec des gens qui ont des budgets de 2, 3, 4 millions d'euros. Et donc, on part en compétition avec eux. Donc, c'est comme Hollywood. Vous voyez, c'est vraiment Hollywood lycée. Ça veut dire Hollywood a ce qu'ils font comme blockbuster. Ils savent que c'est du divertissement. Ils savent que ça ne va jamais aller aux Oscars. C'est pour le peuple. Et après, tous les studios en Amérique vont choisir dans l'année 1, 2 films qu'ils vont miser, peut-être un peu moins, pour se dire que nous allons à la course aux Oscars. Donc il y a le cinéma populaire et il y a le cinéma artistique. Voilà. Donc il faut que nous comprenions ça ici au Burkina, que quand l'État fait un effort de nous remettre de l'argent en disant voilà ce que avec une insécurité, avec des priorités qui sont ailleurs, de sortir 1,5 milliard pour nous, il faut savoir comment le départager. En se disant, on prend une certaine somme, on donne à la jeunesse pour leur premier film, pour leur deuxième film, pour faire des petits films, pour qu'ils avancent, pour qu'ils comprennent, et qu'après on choisit 1, 2, 3 films que l'on investit conséquemment pour dire, voilà ces films-là qu'on va pousser pour aller vers les talons, pour aller vers la compétition internationale. Sinon on ne va pas s'en sortir. Toujours sur le financement, moi j'ai une préoccupation adressée au délégué général du FESPACO. Beaucoup ont parlé aussi de cette formule où l'État intervient énormément dans l'existence même du FESPACO et dans son budget. Et d'aucuns ont parlé d'autofinancement du FESPACO. Est-ce que c'est une piste qui est explorable, que vous explorez, sur laquelle vous pouvez travailler? Je me demande qu'est-ce qu'il veut dire par autofinancement. L'autofinancement, c'est qu'il y a beaucoup de films, justement. Beaucoup de films. Pour cette édition, vous avez reçu 1200 films. Excusez-moi. Tous ces films-là pourraient être ingérés dans un circuit sur certaines plateformes pour amener de l'argent au FESPACO, par exemple. En aucun cas, un festival ne peut s'autofinancer, il n'existe pas. J'ai eu cette chance-là d'avoir déjà eu à travailler dans de gros festivals de catégorie A. Aucun festival. Et tout festival est toujours lié soit par la ville, soit par l'État. Quand on parle du festival de Cannes, qui a de gros sponsors plus que le FESPACO, il y a la main de l'État français derrière. Quand on parle du festival de Locarno, de Berlin et autres. Non, mais justement aussi, si on veut, c'est quand même de réduire les dépenses pour que le FESPACO puisse avoir, disons, un peu de ressources pour pouvoir, disons, parvenir à de ces nombreuses dépenses aussi. Il faut revoir aussi le système d'organisation. Je crois qu'il y a des possibilités, mais je crois que si on le met en place aussi, nombreux sont ces réalisateurs qui vont déjà créer. La preuve en est que cette année, nous avons essayé quand même de réduire le maximum des accréditations en laissant la possibilité à certains réalisateurs ou à certains producteurs qui n'ont pas un film sélectionné au FESPACO, qui ne sont pas été invités officiellement au FESPACO, d'acheter ce que nous appelons la carte étalon. Il y a eu du bruit dans toute la ville. Mais comment voulez-vous qu'on arrive à développer notre festival que lorsque nous-mêmes, en tant qu'acteurs, on refuse d'investir dedans? Tout le monde sait que le FESPACO a lieu tous les 2 ans. On donne les dates déjà à la fin du dernier FESPACO. Donc même si on a réussi à cotiser, quelle que soit la somme, au jour du FESPACO, on sera prêt à pouvoir acheter une accréditation. Ils veulent tous avoir des accréditations gratuitement. Ils veulent tous être invités. Mais sur quel budget? On avait essayé d'initier un peu la question de ne pas de s'inscrire, de faire payer pour inscrire. Je crois que le FESPACO, c'est le seul festival en fait de cette catégorie-là qui continue à laisser les inscriptions gratuitement. Mais lorsque nous allons amener à demander aux réalisateurs ou aux producteurs de payer pour s'inscrire, vous allez voir la réaction dans la ville. C'est pas possible en fait. Donc il y a des mécanismes que nous pouvons faire. Lorsque nous allons essayer de pouvoir, disons, de garantir le logo du FESPACO, d'interdire au niveau pour la question des droits d'auteur que aucun commerçant ne devrait utiliser le logo du FESPACO parce que nous voulons l'utiliser pour la commercialisation de nos gadgets et autres en fait. Je crois que tous les commerçants de Ouagadougou vont tomber sur moi. La piste, elle est là, c'est possible en fait. Mais lorsque nous avons dit l'entrée au niveau du quartier général du FESPACO pour le MICA devait être payant, hormis ceux qui sont officiellement invités, vous allez voir ce qui va réagir. Le problème, c'est ça en fait. On est toujours prêt à discuter, de se plaindre en fait, mais on refuse de contribuer justement pour le changement. Comme a dit tout à l'heure Apolline aussi, dans cette situation, l'État fait un effort d'accompagner le FESPACO pour que le FESPACO puisse avoir lieu. Mais nous-mêmes d'abord, acteurs même de la chose aussi, on refuse de contribuer justement à l'organisation, disons d'une manière pratique.
Le cas des accréditations, j'ai été harcelé partout dans toute la ville de Ouaga en me disant que le délégué diminue le nombre d'accréditations, il ne veut pas donner 2 ou 3, mais en fin de compte, tu retrouves en fait ces mêmes acteurs qui critiquent, qui sont cachés derrière les réseaux sociaux et qui vous attaquent, accrochés au moins 3 à 4 badges. À quoi ça sert exactement à cela? Et ces mêmes personnes aussi, ils refusent d'aller dans la salle de cinéma, tu les retrouves encore quelque part en train de discuter d'autres choses en fait. C'est dangereux. Et justement aussi, lorsque on prend l'engagement que l'État investit pour qu'on puisse avoir un FESPACO, d'avoir 170 films, et si on veut être compétitif, si on veut s'auto-cultiver justement pour le cinéma aussi, lorsqu'une accréditation, il faut aller en salle de cinéma. On a dit tout à l'heure aussi justement pour le cas d'Apolline. Mais moi, c'est pas pour être cynique, mais je suis fier en fait que cela est arrivé. Je suis très content qu'il est arrivé, qu'il y a des personnes qui ont eu des accréditations, qui ont payé même des tickets, qui ne sont pas rentrés. Je suis désolé pour ces personnes. Nous sommes en train de réfléchir, bien sûr, avec la production d'Apolline pour voir comment rattraper ce cas. Mais tout cela aussi est dû aussi à cette volonté de ces nombreux professionnels aussi qui veulent avoir gratuitement ces accréditations. À un certain moment, j'ai dit, on peut faire des accréditations, mais il va falloir que ceux qui ont ces accréditations de venir prendre un ticket, soit même gratuit, afin que nous connaissions déjà le nombre de personnes qui iraient dans la salle de cinéma. Ils ont refusé. En fin de compte, on se retrouve avec 800, pour ne pas dire 1000 personnes dans la salle de cinéma. Le cas d'Apolline, c'est très clair. Lorsque nous faisons la programmation, je suis tout de suite, je connais la force de création et l'engagement de cette réalisatrice. Je dis, on parle du ciné burkina, nous l'amenons au ciné Nerwaya. Rapidement, ils ont commencé à discuter, oui, pourquoi, que d'habitude nous le faisons au ciné burkina. Je dis, non, je prends l'engagement de le faire au ciné Nerwaya, qui a 800 places, tantôt que je crois que le ciné burkina, c'est 400 ou 300, c'est pas très bien. Vous avez vu déjà disons, le nombre de personnes qui arrivaient, combien de personnes est resté à l'extérieur. À un certain moment, moi je pense que la question de financement c'est possible, mais il va falloir qu'on assume tous aussi la responsabilité. Et on va aussi s'intéresser à la thématique de cette année. Quand on regarde avec tout le déroulé, on se dit qu'on ne s'est pas trompé de voir la contribution du cinéma sur la question des résiliences et puis le retour de la paix. On ne s'est pas trompé. Non, pas du tout. Moi, une fois de plus, je tiens vraiment à tirer le chapeau d'abord à mon ministère de tutelle, au gouvernement burkinabé qui nous a donné, disons, le hockey pour organiser ce festival-là. C'était pas évident. Et le thème aussi, justement, nous avons réussi en si peu de temps d'avoir 51 pays qui est venu du monde entier. C'est énorme. 51 pays, nous avons dépassé, comme je disais tout à l'heure, le taux même de fabrication des accréditations et aussi de voir ces panels qui se sont déroulés, de très beaux films justement qui évoquaient plus ou moins aussi la question de sécurité. À un certain moment à Ouaga, nul ne pouvait savoir que le Burkina, selon certains presses ou certains pays, est peint en rouge. On était contents tous de se revoir autour du cinéma et parler de la paix, parler de la cohésion sociale. C'était très beau. Et je pense que c'est justement sur ça que nous devrons miser pour voir aussi le succès de cet événement-là. Comment utiliser aussi des événements comme le FESPACO ou autres, on a eu le CIA aussi, pour pouvoir aussi travailler en tant qu'artiste ou créateur cinéma et autres aussi, pour le retour de la paix. C'est possible. Je crois que la question de la cohésion sociale, de restaurer la paix, de ramener la paix et autres, en fait, n'est pas seulement une question politique ou une question militaire, c'est une question aussi, disons, culturelle, artistique aussi, que nous pouvons tous contribuer. Comme j'aime bien le dire aussi, même si le cinéma ne peut pas ramener la paix, il peut contribuer au retour de la paix. La thématique aussi a été centrale dans votre film, quoi qu'on dise, depuis l'histoire même qui est racontée, et puis même nos FDS, qui sont très valorisés à l'intérieur, c'est un choix. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un choix travaillé, c'est un choix volontaire, parce que j'ai eu la chance de rester avec eux pendant une semaine. J'ai vu comment ils manœuvraient, j'ai vu comment ils étaient sous tension, bien que je ne suis qu'une petite personne qu'ils avaient accompagné au nord, quand je faisais mes repérages, comme je l'ai dit. J'ai eu beaucoup de respect pour eux, énormément de respect. Je ne peux rien faire d'autre, si ce n'est pas d'utiliser mon art pour contribuer à cette lutte, voilà, et leur rendre hommage, et aussi rendre hommage à la femme, parce que j'ai parlé à beaucoup de femmes déplacées internes et chacune a une histoire incroyable.
une histoire incroyable. Et souvent, on les peint comme des victimes. On les peint, elles souffrent dans les camps. Mais si vous écoutez les histoires qu'elles ont traversées pour arriver dans ce camp-là, c'est extraordinaire. Donc, c'était tellement évident pour moi de parler de ces thématiques. Et tout de suite, en fait, après le massacre de Yirgou, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans notre pays, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des communautés qui se battent. On a la parenté à plaisanterie qui nous rend tellement solides dans notre culture que ça peut pas se passer. Et ça m'avait vraiment, vraiment choqué, énormément. Et j'ai commencé à écrire ce film, je pense que c'était une sorte de thérapie, une thérapie pour moi, parce que je ne comprenais pas, voilà. Et petit à petit, ça s'est développé. Évidemment, je suis une femme et mon cinéma est très basé sur la femme. Mon héroïne allait devenir une femme, ça c'est sûr. Mais c'était vraiment aussi en hommage de ces femmes-là qui sont les femmes qui vont changer la mentalité des jeunes qui sont en ce moment ici. Parce que j'ai vu ça. J'ai vu des adolescents, j'ai vu des enfants qui sont traumatisés parce qu'ils ont vu leur père, ils ont vu leur frère tué. Et ça peut révolter, ils peuvent être des bourreaux demain. Et ces femmes-là les tiennent, ces femmes-là les retiennent, ces femmes-là leur parlent. Elles sont la base de ce fléau plus tard. Même si on arrive à l'arrêter aujourd'hui, il faut faire attention que dans quelques années, ces enfants vont grandir et ça va être autre chose. Donc elles ont un rôle extrêmement important dans cette lutte-là et il fallait que je parle de ça, voilà. Et évidemment, comme je l'ai dit, les forces de défense, tous les jours, on entend qu'ils tombent. Ils sont tellement silencieux et c'est ce que j'ai senti. Ils sont silencieux, ils sont focus. Le temps que j'ai pu passer avec eux, j'ai beaucoup de respect pour les gens de tenue et je ne pouvais pas faire ce film-là sans leur rendre hommage. Comme je l'ai dit, je voulais le faire avec eux sur ce territoire-là. J'ai travaillé avec eux longtemps sur le scénario. Malheureusement, j'ai pas pu le faire sur le territoire avec eux, mais ils sont quand même fiers. Le chef d'état-major m'a félicité. Les autres autorités m'ont félicité et je suis très heureuse. Qu'est-ce que ça fait? C'est vrai qu'on veut rendre hommage au FDS. Et puis, il y a une partie, lorsqu'ils apparaissent ils apparaissent à l'écran, il y a comme une clameur dans la salle. Moi, j'étais assis derrière, c'était fou. Vous, comment vous êtes senti en ce moment? Vous savez, je me suis sentie très fière. Je vais vous raconter une anecdote de ce qui est le militaire. J'étais en Mauritanie, l'armée mauritanienne m'a suivi pendant 3 mois. Ils m'ont sécurisé la zone, ils étaient avec nous pendant tout ce temps. Évidemment, quand je suis arrivée, je leur ai posé le problème. Je leur ai dit direct. Je dis, si je suis ici, c'est parce que je ne peux pas le faire chez moi. Mais je suis là pour mon Sahel, je suis là pour mon Burkina, je suis là pour tout le peuple Sahel. Et vous faites partie du peuple Sahel. Donc, accompagnez-moi. Ils ont tout de suite compris. Et tout ce que vous voyez dans le film, c'est l'armée mauritanienne qui est avec moi. Il y avait un colonel qui était extraordinaire. Donc, quand je terminais le film dans cette séquence, pendant 2 jours, je ne dormais pas. Parce que je me suis dit, je ne peux pas terminer le film avec seulement l'armée mauritanienne. Il faut que le Burkina soit représenté. Et je me suis approchée du colonel, je tremblais. Je me suis dit, mon film est mort, c'est fini, je vais le finir autrement. Et je l'ai approché, je lui ai dit, colonel, j'ai le galon mauritanien. Vous avez été extraordinaire avec nous. Mais il me faut le galon burkinabé à côté. Ce sont leurs tenues. Et le colonel m'a dit, Apolline, il n'y a pas de souci, mets le galon burkinabé. C'est pour vous dire comment les militaires entre eux, quel que soit le pays d'où ils viennent et ce qu'ils ont subi, parce que la Mauritanie a subi aussi ces mêmes attaques pendant longtemps. Dieu merci, aujourd'hui, depuis 10 ans, ils sont safe, mais ils ont connu cette guerre. Ils savent ce que ça représente. Et donc, le fait de me laisser mettre le galon burkinabé sur mes acteurs avec leur tenue, pour moi, c'est un geste de bravoure extrême que je ne pourrai jamais remercier à ces gens à ces hommes de tenue, à ces soldats. Voilà un peu tout ce que j'ai vécu, des choses extraordinaires avec les FDF, avec les gens de l'armée et pour toujours je vais les valoriser. En tout cas, tant que je pourrai, je vais les valoriser. D'accord. Je vais revenir au délégué du FESFACO. Je ne sais pas si c'est parce que les gens aiment bien inventer des choses, mais tout le monde attendait le président malien hier. Il y en a qui ont annoncé qu'il était arrivé. Il y avait beaucoup de choses. C'était prévu, c'était pas prévu.
Je sais pas. Moi, je suis pas de la direction générale du protocole d'État. Moi, en tant que technicien du cinéma, nous, on était prêts. Vous savez que le FESPACO, techniquement, nous, on l'organise, on s'occupe des jurys, on fait ramener les prix et autres. Puis à un certain moment, de tout ce qui est cérémonie où le chef de l'État devait être présent, ça revient à la direction générale du protocole d'État. Je sais pas. Pour nous, on aurait aimé qu'il soit là. Il n'a pas été. Le ministre malien était. Notre chef d'État, il était aussi. Je crois que c'est... Mais il n'y avait pas d'informations dans ce sens. Hein. À notre niveau, on n'avait pas d'informations. Nous, on partait juste, focus, comment va bien se passer la cérémonie. Il faut que notre chef, le chef de l'État burkinabé soit là. Moi, personnellement, le fait de voir déjà la présence du chef de l'État burkinabé, j'étais déjà fier, j'étais déjà très content, tout en sachant tout ce qu'il a fait pour pouvoir se déplacer pour 2-3 heures pour venir pour la remise des prix. Moi, j'étais déjà très content. Oui, non, parce que là, on parlait justement de la thématique de cette édition du FESPACO, et quand on écoute Apolline Traoré tout à l'heure, on peut avoir la chair de poule avec toute cette collaboration qu'il y a eu avec les forces de défense et de sécurité, avec tout le travail qu'ils font, et on en a un peu appris des coulisses de ce tournage. Et justement, cette thématique nous renvoie à deux réalités importantes, les cinémas d'Afrique, parce que c'est les cinémas d'Afrique qui nous propose donc plusieurs regards, plusieurs miroirs sur nos réalités quotidiennes, sur notre vécu, et sur nos tristesses, sur nos joies aussi parfois. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plusieurs réalisateurs dans la programmation de cette 28e édition qui ont partagé cette douleur, cette réalité due au terrorisme. Il y a plusieurs films qui se sont inscrits dans cette thématique-là. Bien évidemment, Sira qu'on a porté par rapport à cette thématique, donc parce qu'on souhaitait vraiment que ce film-là gagne les talons de Ilinga. Et puis il y a la culture de la paix, comme si on pouvait juste nous offrir chacun notre jardin, mettre des boutures pour que la paix puisse fleurir, quoi. Mais malheureusement, oui, il faut aussi que ces images-là nous montrent des comportements de paix pour qu'on s'inscrive dans ce créneau de paix. Il faut aussi que, quand on regarde le miroir, on se dise, ça, c'est des situations où c'est des gestes pas bons à répliquer. Et on se rappelle que Houphouët-Boigny nous a appris que la paix est un comportement. Et comme l'a dit tout à l'heure le délégué général du FESPACO, les gens aiment bien le changement, ils crient le changement, ils revendiquent le changement, mais ils ne veulent pas changer eux-mêmes. Et tant qu'on ne change pas soi-même, comment est-ce qu'on peut produire le changement? Mais là, il faut que chacun, effectivement, travaille à cultiver la paix dans son comportement quotidien, à cultiver la paix à travers ses actes, à poser des actes qui inspirent la paix, qui rétablissent la paix dans les zones où cette paix-là est aujourd'hui menacée. Donc je crois que effectivement, c'est une thématique qui nous parle à nous tous, c'est une thématique dont on devrait faire corps, mais malheureusement, le plus souvent, on prend des thèmes pour les FESPACO se suivent avec des thématiques, avec des thèmes, et après on ne sait pas ce que ça devient. Dans 2 ans, on parlera d'un autre thème, mais qu'adviendra-t-il de ce thème cinéma d'Afrique et culture de paix? Quel travail sera fait autour de cette thématique pour que effectivement on s'inscrive dans cette dynamique? Je ne sais pas si le FESPACO a un programme dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est une question que je pose et qui interpelle, je pense, tout le monde, afin qu'on puisse y arriver. Le premier interpellé là. Non, je connais bien le français. Non, si, nous avons prévu, vous savez, les colloques qui ont été gérés par le professeur Justin Ouro, et nous avons décidé depuis 2021 de les publier. C'est vrai que nous étions en contact avec un partenaire de les publier, de les avoir avant ce FESPACO, ce qui n'a pas été fait pour des questions d'engagement, de contrat et autres. Mais nous sommes sûrs de pouvoir publier les colloques en fait de 2021 et de 2023. Mais avant cela aussi, il y a Gaston Kaboré justement aussi qui a fait le volume 1 qui est sorti en 2021 et le volume 2 aussi de 2023, ce qui réunit vraiment pas mal de colloques qui ont été faits au niveau du FESPACO. Cela fait partie aussi justement d'une des missions du FESPACO. C'est pas seulement de pouvoir rendre les films visibles qui viennent au FESPACO, mais c'est aussi de travailler aussi pour la transmission
transmission à travers ces documents. Et nous sommes prêts justement après pour cette année. Nous sommes sûrs qu'avant le FESPACO 2023, tous les colloques qui ont été, toutes les communications surtout qui ont été... Avant le FESPACO 2025 25, excusez-moi, vous voyez déjà comment je suis fatigué. Avant le FESPACO 2025, nous aurons ces publications d'abord pour les cinéphiles, pour ceux qui aiment le cinéma, et aussi pour les universitaires et pour les étudiants, c'est très important. Et on parle de 2025, lorsqu'on fait la cérémonie de clôture, c'est le début pour commencer à courir pour 2025. Oui, absolument, mais laissez-moi encore quelques avec les dates, parce que vous avez déjà donné les dates et tout, donc on dit que ça commence à courir. Oui, il faut quand même qu'il se repose un peu. Non, mais ça commence à courir, mais c'est important, vous savez, un événement comme le FESPACO, ça ne s'organise pas en 6 mois. On a toujours tendance à croire que lorsqu'on a mis le comité national d'organisation, c'est là que commence l'organisation du FESPACO. Non, c'est un événement qui se fait, voilà, il y a la conception d'abord, parce qu'à chaque édition, c'est un projet, et après le projet, il faut arriver à planifier, et parallèlement à la planification, il faut trouver les moyens, et après maintenant il faut passer à la réalisation pratique de l'événement. C'est tout cela qui nous anime aussi justement, et au-delà de ça, parallèlement aussi, nous avons des événements à gérer au niveau du FESPACO, la structuration même de la maison elle-même, au niveau de la cinémathèque qui est très importante aussi, justement pour ma mission personnelle au niveau du FESPACO, et on espère bien. Et aussi on a montré une fois de plus qu'en moins de 2 ans nous avons réussi à faire un FESPACO. Ça montre que l'équipe elle a guéri, ça montre que c'est une équipe qui est professionnelle, ça montre que c'est une équipe aussi justement aussi dans la dynamique de l'organisation du FESPACO. C'était pas juste d'organiser comme je disais au début, c'était vraiment de bien organiser l'événement et surtout de montrer aux yeux du monde que nous avons des hommes et des femmes capables d'organiser de grands événements et d'une manière très professionnelle, et surtout aussi le doute qui était jeté sur le FESPACO, de pouvoir ramener ces nombreuses personnes de 51 pays en une semaine, voire 10 jours, pour pouvoir vivre les 365 projections. C'était formidable, je pense que c'est le Burkina Faso qui gagne. Apolline, on est dans les projections, oui. C'est vrai que l'argent il est bien à côté, ça c'est l'acquis. C'est quoi la suite avec Apolline? La suite immédiate, c'est de faire tourner le film, de faire tourner le film au niveau international, de montrer ce que le Burkina est capable de faire. Donc on a quand même un agenda de 2 ans qui nous attendent, où le film, on espère qu'il va tourner énormément. Et puis, parallèlement, il faut que je pense à mon prochain projet. Voilà. D'accord, et on l'attend. On sait que la couleur de ça va changer. Ça sera de l'or. En tout cas, félicitations à vous. Merci. Félicitations au délégué général, parce qu'on a eu un FESPACO qui s'est tenu et qui s'est bien tenu. Merci Serge Tomoni d'être passé sur ce plateau. On a voulu marquer cette halte-là sur FESPACO 28e édition, et on a été heureux de passer toute cette heure avec vous. C'est terminé pour ce journal du dimanche soir que j'ai pris plaisir à présenter. On se donne rendez-vous dimanche prochain, et d'ici là, portons-nous bien.